Merci Claude. Donc, ce qui était prévu, c'était que, avant que je complète l'intervention de Claude, on vous passe un petit film qui est passé cette semaine sur France 5. Enfin, c'est des extraits que j'ai repérés pour vous montrer l'enjeu qu'il y a actuellement pour notre profession. On est vraiment à la croisée des chemins et vous comprendrez mieux ça dans ma présentation. Mais déjà, vous allez en avoir la teneur à travers le film. Alors, vous avez raté le titre, c'était Pharmacien, le chemin de croix. L'histoire de Pascal Chassin commence en 2009, dans cette pharmacie de Saint-Jean-de-Laune, en Côte d'Or. Ces 4 espaces de confidentialité lui ont coûté 3 mois et demi de travaux, mais il peut enfin recevoir, comme il le souhaite, ceux qu'il appelle ses patients. Allez-y, entrez. Alors, c'est la première fois que vous en avez? Ouais. Oui. Et ça vous plaît pas trop? Bon, je sais pas, j'attendais vos conseils. Quand on a quelque chose de vraiment particulier, où on ne veut pas aborder les choses devant d'autres patients, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On a tout à disposition. Donc un terminal carte bleue, le lecteur Sésame Vital, le téléphone, et les médicaments arrivent directement sur place. On a voulu faire en sorte qu'on soit en permanence avec le patient et qu'on n'ait pas à se déplacer pour aller chercher les médicaments. Car pendant que le pharmacien se concentre sur l'ordonnance, c'est un robot qui distribue les médicaments. Entre les travaux et le robot, Pascal Chassin aura dépensé près de 400 000 €. Mais rien n'était trop beau, car il rêvait d'une pharmacie hyper moderne. Cet aménagement que j'ai souhaité depuis très longtemps correspond à un vieux rêve, effectivement. J'ai toujours voulu mettre le patient au cœur de mon métier et lui rendre une confidentialité, un professionnalisme accru et faisait partie de mes priorités. Et donc j'ai souhaité présenter une pharmacie différente de celle qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Dans l'Est de la France, un homme a compris que pour survivre, son métier allait devoir s'adapter, s'organiser et vendre différemment pour devenir plus fort. Cet homme s'appelle Daniel Buchinger, un pharmacien qui a troqué la blouse blanche contre le costard cravate. En 2003, il crée Univers Pharmacie, une enseigne construite sur le modèle de la franchise, qui fédère à présent 150 officines indépendantes. Aujourd'hui, il rend visite à l'un des titulaires installés dans les Vosges pour vérifier que le concept de l'enseigne est bien respecté. Bonjour. Ça va? Bonjour. Paul, on fait le tour. Voilà. Si tu veux bien, on va prendre un papier. Là, déjà, les étiquettes sont pas bonnes. On a un fond jaune et elles se voient pas, les prix. Aucun prix ne se voit. Et s'il y a le moindre doute sur un prix, on n'achète pas, forcément. Les sélections du mois, de les avoir là, ça va pas. Pas sur les comptoirs. Ça fait moche, tu vois, tu prends ça et tu mets là. Et ça, tu le mets là-bas. Ah, donc ça, tu le fais pour ce soir et tu me montres une... Ce que j'aimerais bien, c'est que tu m'envoies une photo. Hein, j'aimerais bien le voir, que c'est effectivement fait. Afficher les prix, fidéliser le client, miser sur les promos. Tout est fait pour que le consommateur achète. Et pour cela, les titulaires sont prêts à avaler quelques couleuvres. Moi le patron, mais c'est bien d'avoir un œil visionnaire aussi de M. Buchinger. On n'est absolument pas des flics. Comme Paul le sait, tout est pour lui. C'est-à-dire que vraiment, il travaille pour lui. Nous, notre objectif, c'est la réussite. C'est absolument la réussite, parce que sinon, ça va déteindre sur notre enseigne. Et l'intelligence des titulaires, c'est de le prendre comme ça. Une réussite qui permet aussi de rémunérer Univers Pharmacie, car chaque mois, les pharmaciens affiliés reversent un forfait à l'enseigne. Normalement, ces panneaux, ils sont centrés au milieu. Tu refais, tu perces, tu le remets là. Et là, d'un coup, tu auras ta tête de gondole qui va correspondre.
Ce pharmacien de 46 ans était quasiment programmé pour devenir un chef d'entreprise. Un père commerçant, une mère pharmacien, 2 secteurs d'activité dont il fera la synthèse. Tout est parti de cette officine en Alsace dont Daniel Buchinger est pharmacien titulaire depuis 20 ans. À l'époque, la pharmacie pouvait éventuellement vivre que de la vente de médicaments, proprement dite. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, nous avons une pharmacie qui ferme tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elles se sont cantonnées à la dispensation de médicaments. Nous, depuis des années, on essaye d'étoffer notre activité de telle façon d'être de moins en moins dépendant de la sécurité sociale. Lui semble avoir trouvé la formule pour ne plus dépendre des prescriptions médicales. Étendre son offre à d'autres secteurs de la santé. On est passé de 2 paquets de croquettes il y a 3 ans qu'on vendait. On en vend maintenant aujourd'hui plus de 2200 par an. Paquets de croquettes. Donc là aussi, ce sont des nouveaux métiers pour vraiment avoir des nouvelles sources de revenus qui vont simplement compenser demain les pertes qu'on va avoir forcément. Et croyez-le ou non, ces croquettes pour chiens sont un marché d'avenir. Comme tous les produits dont les prix ne sont pas fixés par les pouvoirs publics. C'est le cas de la parapharmacie et surtout du médicament non remboursé. Pour Daniel Buchinger, les recettes de l'officine devront reposer à 50% sur ces produits-là. Et plus les pharmacies seront nombreuses à intégrer l'enseigne, plus la marque pourra baisser les prix et gagner des clients. On a une promesse, c'est la défense du pouvoir d'achat. Comme on achète tous en commun et on a une stratégie commune, on va d'une part satisfaire notre promesse, à savoir la défense du pouvoir d'achat, mais on va pérenniser notre activité également. En fait, c'est simple, pour bien négocier, il faut négocier du volume. Et le volume, il faut être sûr de le vendre. Donc quand on est isolé, on va négocier pour 40 boîtes d'un produit. On aura forcément en direct pas la même remise que si on négocie 200 boîtes. C'est sûr que quand on est groupé, on commande plus et donc on a plus de remises et on peut faire baisser davantage nos prix. C'est ce qui explique d'ailleurs cette disparité entre pharmaciens. Parce que bon, certains aiment à croire que le pharmacien aime se faire des sous. Il faut remettre les choses à leur place. Un pharmacien isolé, il n'a pas le même pouvoir de négociation qu'un pharmacien en groupe. Nathalie Bessard est arrivée à Saulieu en 2008. Faites comme ça pour le traitement. Faites-le progressivement sur plusieurs semaines, mais pas du jour au lendemain. Vous ne pourrez pas l'arrêter du jour au lendemain. 5 ans après, elle est devenue une personnalité incontournable du village. Bonjour, comment ça va? Je m'occupe de vous? Oui. Allez, venez. Parce qu'elle connaît bien ses clients, Nathalie peut les conseiller au mieux. Ça serait bien d'essayer quand même de s'en sevrer de ce médicament-là. C'est pas facile. Pas très bon pour la santé. Il y a des effets. Ici, on met un point d'honneur à s'occuper de chacun d'eux. Pour la colchicine, elle en prend plus? Parce qu'elle n'en a pas pris déjà la dernière fois. Elle a dit non. Elle a dit non. Donc ça veut dire que ça fait 2 fois qu'elle en prend pas. Alors elle a peut-être décidé d'arrêter toute seule, mais ça c'est embêtant. Il faudrait peut-être que je lui en parle. Je lui dirai qu'elle passe. Qu'on voit ensemble pourquoi elle les prend plus. Si elle a senti peut-être quelque chose qui n'allait pas. Je vérifie chaque médicament, les posologies, si elles sont bonnes, si elles sont valables pour le poids, le sexe de la personne. Je vérifie chaque médicament entre eux, s'ils sont compatibles. Je vérifie si le médicament n'est pas contre-indiqué avec un autre médicament. Je suis le dernier rempart entre le médicament et le patient. Au revoir, messieurs, dames. Nathalie a fait de son métier un sacerdoce qu'elle remplit dans son officine, mais pas seulement. C'est ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir sortir de mon officine et d'aller au cœur de la vie des gens. Pour bien comprendre comment vit la personne, comment appréhende la personne son traitement, je pense que ne pas se déplacer chez elle, ne jamais se déplacer chez elle, on perd beaucoup d'informations. Aujourd'hui, elle rend visite à une cliente à la demande du médecin.
Le médecin traitant m'a demandé d'aller voir cette dame parce qu'elle avait des problèmes d'équilibre et de chute. Cette personne a beaucoup chuté et peut-être que ça vient aussi d'un problème médicamenteux, d'effets indésirables des médicaments ou d'interaction entre médicaments qui provoquent justement un trouble de l'équilibre. Bonjour Madame Poitvin, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je suis venue aujourd'hui pour vous parler de vos médicaments. Voir ensemble s'il y a des problèmes ou si on peut faire améliorer le traitement. À presque 90 ans, Madame Poitvin consomme beaucoup de médicaments. Alors, ça, c'est vraiment gênant parce Pour que vous, c'est gênant. j'avais une très bonne santé. Maintenant, évidemment, tout fout le camp. Alors, il faut des médicaments pour pallier à tout. Au bout d'un certain âge, c'est difficile de passer à travers moins de 5 médicaments. Quand on a des problèmes de tension, comme madame elle a eu soit des problèmes de tension, elle a un pacemaker, donc c'est vrai qu'il faut des traitements à côté pour pallier aux problèmes cardiaques, que ce soit des douleurs, que ce soit la constipation, que ce soit des problèmes de ballonnement, ça arrive très souvent. Ce qui fait que ça accumule, ce qui fait que ça fait encore plus de médicaments. Et plus on a de médicaments, plus les médicaments les uns avec les autres peuvent engendrer des effets indésirables. Accepter de ne pas aller à la selle tous les jours. Nathalie va donc vérifier l'utilité et les interactions de chaque produit. Donc comment vous faites? Vous lui préparez un petit pilulier, D'accord. Ok, d'accord. Et puis après, je vois qu'il y a d'autres choses à côté. Bon, bah, ça c'est pour le rhume, ça c'est son traitement habituel, je vois. Mais je vois qu'il y a ça en plus aussi. Alors ça c'est pas bon du tout, ça. Ça irrite l'intestin et ça le rend complètement paresseux. Vérification faite, les problèmes d'équilibre de Madame Poitvin semblent plutôt liés à ses troubles de la vision. Voilà. J'ai 2 médicaments que j'aime pas trop qui en plus favorisent les troubles visuels. Donc ça se trouve si on pouvait éviter peut-être de prendre ça en même temps, mais j'en parlerai avec le docteur Blanchet. Nathalie aura passé 3 quarts d'heure avec Madame Poitvin. À son départ, la vieille dame semble satisfaite et rassurée. Comme je ne peux pas me déplacer, ben c'est bien. Donc la pharmacienne, c'est une personne consciencieuse. Elle dit, il faut que je voie au moins cette personne pour voir comment qu'elle est, pour voir si les médicaments, si elle les prend, si elle les met pas à la poubelle. Ah mais ça va, on s'occupe bien de vous. Mais certaines personnes, oui, ça fait du bien de voir à la maison comment ils font pour prendre leur traitement. Parce que des fois ça s'arrange pas, mais on comprend pourquoi après ça s'arrange pas. Au revoir. Ce type d'évaluation fait partie d'un projet départemental. L'objectif est de limiter les hospitalisations causées par des effets indésirables de médicaments. Alors, on va être obligé d'arrêter là parce que c'est un peu long par rapport au timing. Il restait encore 5 minutes. Peut-être qu'à la fin de la journée, si certains veulent le voir, parce que la fin du petit film est assez intéressante dans les conclusions. Et sachant que ce sont des extraits que j'ai sélectionnés, c'était bien pour vous montrer les différents profils de pharmaciens, que le monde n'est pas monolithique, que ce soit, quelle que soit la spécialité donc, du professionnel de santé, on peut trouver tout type de fonctionnement. Mais il y a quand même un point commun à tout ça. Et avec ma présentation, je vais peut-être pouvoir aller rapidement vous mettre le doigt là-dessus. Contrairement à Claude qui vous a présenté les choses de façon assez neutre, en disant voilà quelle est la façon d'exercer, moi je veux vraiment aujourd'hui pousser un cri d'alarme, parce que je crois que personne ne se rend compte à quel point on a une chance avec un professionnel comme le pharmacien, professionnel de santé à disposition, et qu'on risque de perdre tout l'intérêt de l'intervention de ce professionnel si on y prend garde. Donc j'ai rappelé ici mon conflit d'intérêts. Je suis donc pharmacien rémunéré à 97% par la vente de médicaments, 5% de matériel médical et 5% de parapharmacie. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, j'ai davantage de conflits d'intérêts en parapharmacie où je suis prescripteur que sur le médicament où je ne suis que dispensateur. On peut voir la suivante. Je ne suis pas. On m'a demandé, enfin j'ai entendu souvent ce matin,
comment ça se fait que les pharmaciens ont œuvré pour faire venir M. Cassel et ont accepté de payer son billet. Eh ben, même si je n'étais pas d'accord avec lui, je vous ai pris une phrase, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et ce n'est pas de Voltaire, hein, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, voilà une bonne raison déjà pour pouvoir discuter avec des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord. La suivante, le problème, c'est que je suis d'accord avec Alan Cassel et je veux garder la liberté de le dire. Hein, parce que ce qui serait dramatique, c'est que la façon dont je serais rémunéré pourrait m'empêcher de dire à quel point on peut partager certaines de ces idées. Alors, quand je dis que je suis d'accord, je fais un raccourci. On peut peut-être discuter sur certains points, mais globalement, je suis tout à fait d'accord pour qu'on soit très vigilant sur ces sujets-là. Ensuite, alors, juste un rappel qui a été cité tout à l'heure, pour vous dire que pour garantir l'indépendance du dispensateur du médicament, en France, on bénéficie quand même de 3 piliers: le monopole de compétences, la loi de répartition démographique et l'exercice personnel obligatoire. Ces 3 conditions sont les conditions qui, jusqu'à aujourd'hui, ont permis de nous mettre à l'abri de problèmes de conflits d'intérêts trop importants. Malheureusement, c'est là où je lance mon cri d'alarme, c'est en train de montrer ses limites. C'est-à-dire que tout ce dispositif qui permettait aux pharmaciens de rester indépendants et d'avoir de la ressource pour pouvoir donner du conseil, faire des refus de vente, va être de plus en plus difficile à tenir. On est dans un véritable péril économique, avec une menace de l'indépendance du pharmacien, une disparition d'officines, 1 à 2 par semaine. Dans le film, vous avez entendu même 1 par jour. 50% des officines ont trésorerie négative, concurrence sauvage qui s'installe, la vente par Internet qui se greffe là-dessus, mais qui pour moi est un épiphénomène. Mais en tout cas, tout concourt actuellement à emmener le pharmacien dans le mur et ne plus jouer son rôle de professionnel de santé. Alors, beaucoup trop d'entraves, même s'il y a une volonté très forte de la profession. La profession est demandeuse pour justement prendre du champ par rapport à cette dépendance. Donc l'urgence, c'est réviser notre mode de rémunération. Le fond de ma pensée, c'est que ça faisait longtemps qu'on aurait pu y penser, mais aujourd'hui, ça devient vraiment indispensable à cause de l'évolution de nos ressources. Donc, la loi HPST en 2009 avait prévu des dispositions qui ne sont toujours pas appliquées. La convention avec l'assurance maladie l'avait également prévu. On attend toujours et on sent que la volonté de la profession depuis 2005 n'est pas accompagnée par les pouvoirs publics. Tous les acteurs sont responsables et peuvent agir pour que le pharmacien reste ou redevienne professionnel de santé, à commencer par les patients eux-mêmes. Un acteur déterminant qui peut privilégier la qualité de sa prise en charge plutôt que les aspects consuméristes, choisir son pharmacien comme il choisit son médecin. Monsieur Paramé, ce matin, nous a dit il y a une pharmacie, lui, où ils n'ont pas le dossier pharmaceutique. Le dossier pharmaceutique est un outil mis à l'initiative de l'ordre des pharmaciens à la disposition donc, des patients pour permettre une sécurisation des actes. Votre pharmacien refuse de le mettre, vous changez de pharmacien. Qu'est-ce que je vous dis ? À moins qu'il ait un problème technique, auquel cas il faut qu'il se signale pour qu'on voit qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas utiliser le dossier pharmaceutique. Ensuite, l'autorité, oui, au niveau national, un cadre de rémunération plus juste favorisant la qualité des soins. Au niveau régional, les impacts des décisions sur l'équilibre du réseau officinal. On a vu par exemple l'enseigne qui était présentée dans le reportage, qui n'est pas forcément le modèle de pharmacie que j'appelle de mes voeux. À La Réunion, ils ont 4 ou 5 officines qui représentent cette enseigne et qui manifestement fait du lobby pour avoir des maisons de santé pluridisciplinaires qui s'installent à côté de leur pharmacie. Et là, naturellement, la directrice de l'ARS, en favorisant, attention, on n'en est pas encore là, hein, ça n'est pas encore constitué, mais si jamais il y avait la possibilité d'installer ces maisons de santé pluridisciplinaires à côté de ce type de pharmacie, c'est là encore une façon d'encourager plutôt ce modèle-là plutôt que l'autre modèle. Donc favoriser le développement du champ des échanges interprofessionnels dans l'intérêt premier de nos patients. Donc ça aussi, nos tutelles peuvent très bien nous aider
comme dans le film où on a parlé d'un projet où la pharmacienne était rémunérée de l'ordre de 35 €, je crois, pour faire des bilans pharmaceutiques, eh bien oui, on peut mettre des projets comme cela en place. Le législateur, puisque certains sont censés nous écouter, d'après ce que j'ai compris, il faudrait qu'il arrête d'utiliser systématiquement le médicament comme valeur d'ajustement dans tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale, surtout sans mettre en place les mesures de sauvegarde pour les équipes officinales. Parce que ce que le législateur oublie souvent, c'est que quand on fait de l'économie sur du médicament, et je pense qu'en effet c'est tout à fait légitime, il y a une surconsommation de médicaments en France et on ne peut pas le nier, simplement il faut accompagner les acteurs de terrain pour qu'ils se dégagent de leur dépendance totale au niveau de ces produits, pour qu'ils puissent jouer un rôle de vrai conseil objectif. Les prescripteurs, laissez la place au dialogue interprofessionnel à chaque fois que vous êtes sollicité par un pharmacien et ne pas jouer sur l'argument d'autorité. Ce qui est fondamental, à mon avis, dans la qualité des soins, quels que soient les soignants d'ailleurs, c'est de favoriser les échanges argumentés entre eux. Bien sûr que le médecin traitant reste toujours le chef d'orchestre de la conduite des soins, mais il est clair qu'avec des lanceurs d'alerte, comme il peut y en avoir autour de lui, ne pas prendre en compte des alertes qui sont signalées au niveau du traitement, des effets indésirables du traitement, etc., c'est pas aller dans le sens du bénéfice des patients. Donc éviter une obstruction systématique sur certains points. J'ai voulu terminer par la liberté, puisque c'était la liberté de prescription dont on parlait aujourd'hui, pour mettre être un peu à contre-courant, pour dire que la confiance ne se grette pas et qu'elle se mérite, sur tous les points que j'ai cités, que ce soit le générique, la liberté de prescription, l'AMM, l'Internet, coordination des soins, échanges, droits des patients, conflits d'intérêts, formation continue. La responsabilisation de chaque acteur est indispensable. Il ne s'agit pas de dire que finalement on doit avoir le droit de prescrire n'importe quoi et sans aucun regard. Il y a vraiment un échange à faire autour des prescriptions pour qu'on puisse contrebalancer des écarts de conduite éventuellement. Pour le conditionnement, j'ai tenu à le mettre ici parce que pour moi, en parlant du générique, c'est un élément très révélateur de l'intérêt des patients qui n'est pas pris en compte par rapport à l'intérêt industriel. Aujourd'hui, en France, on sait très bien que si on voulait privilégier l'intérêt des patients, le générique, il y aurait une façon très simple de le gérer en termes de confusion. Ça serait d'imposer un boîtage unique en code couleur sur toutes les boîtes de générique. Et avec, sur la tranche, un fabricant qui change. Et là, les patients auraient beaucoup moins de mal à s'y retrouver. Pour la liberté de prescription, eh ben oui, on peut regretter qu'il n'y ait pas encore assez de prescriptions en DCI, la dénomination commune internationale, qui permettrait aux patients de se repérer plus facilement, même si le nom est un peu complexe pour eux, mais au moins ils verraient que voilà, c'est ce nom du produit qui permet de le reconnaître plus facilement, éviter des confusions également avec différents noms de marques qui contiennent les mêmes produits et avec des surconsommations, des surdosages. Il faut savoir que si vous demandez une marque de paracétamol à l'étranger, elle ne sera pas forcément la même, alors que le paracétamol, il y a des chances que quand même les professionnels de santé sachent de quoi il s'agit. Voilà. Et pour terminer, j'ai fait le plus court possible. Je voulais vous remercier d'avoir pensé remercier Médocéan d'avoir pensé à inviter 2 pharmaciens cette année, surtout quand on parle de médicaments. L'année dernière, nous étions présents dans la salle, mais nous n'avons pas pu intervenir. Et de ce point de vue, je pense que c'est très important aussi de faire entendre ce qu'on pense du système. Enfin, pour conclure, de ce que j'ai retenu ce matin, j'ai dit donc à M. Paramé qu'il pouvait choisir son pharmacien. J'ai retenu aussi soyez sceptiques. Oui, c'est vrai, il faut être sceptique. Et ça, entre soignants, on peut être invité à s'interroger sur certains réflexes. Mais non, ce que j'ai retenu de la philosophe, par contre, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui peuvent être très utiles et il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Voilà. Merci beaucoup Eric Cadet. Je rappelle président de l'Union régionale des pharmaciens. Juste un détail, puisque vous ne verrez pas la fin du film. Il faut savoir que le premier pharmacien qui a eu son projet ambitieux
est en redressement judiciaire. Il a 500 € par mois comme source de revenus. Il a dû travailler dans une faculté de pharmacie pour compléter ses revenus. Le deuxième pharmacien est prospère et a maintenant 150 officines en franchise. Et la troisième a fait des émules dans son village et dans les villages à côté, puisqu'ils sont déjà 3 pharmacies à adopter le même procédé. Mais le point commun de tout ça, ce sont des gens qui cherchent à gagner correctement leur vie. Il y en a un qui est dans une logique plutôt de fuite et qui a baissé les bras et qui utilise les failles du système, alors que les autres continuent à remonter leurs manches et rester motivés. Merci beaucoup et merci aussi donc, à Claude Maredon. Claude Maredon. Une précision quand même, parce que dans le film que je n'avais pas vu, la vente des croquettes pour chiens est strictement interdite, puisque le législateur a prévu une liste de produits. Et là, on fait appel immédiatement à l'ordre des pharmaciens, qui doit réagir et interdire ce pharmacien de faire cela. Donc ça veut dire que là, vraiment, on a le pire du pire avec quelque chose qui est écœurant. Mais il faut savoir que c'est la réalité, que ça existe, et ce sont des comportements de voyous. Voilà ce que je voulais préciser. Merci Claude, ça veut dire que quand il y aura des croquettes pour hommes, les pharmaciens, on pourra en trouver chez vous. Merci beaucoup pour... Alors, on est un tout petit peu pris par le temps. On va poser une question qui nous vient d'Internet. Alors, on n'est pas très nombreux dans cette salle, mais on est beaucoup nombreux. Alors, je vous explique. Le docteur Philippe Nocco va être en Skype. On voit juste avant 3 minutes Bruno Toussaint, qui c'est d'ailleurs, c'est grâce à Bruno Toussaint, directeur de Prescrire, qui nous a dit que les pharmaciens, c'est eux qui ont inventé Prescrire au départ. Ensuite, nous aurons le professeur Jean-Luc Arrosso, qui peut-être nous écoute déjà. Bonjour, professeur Jean-Luc Arrosso, président de la Haute Autorité de Santé. Une question sur Internet, et on aura un petit peu de temps après. Par contre, pourquoi ? Parce que le directeur de l'Agence nationale des médicaments, le docteur Marinaki, nous a proposé, et on a téléchargé cette nuit une vidéo qui nous a fait exprès pour nous. On ne l'aura pas en Skype, donc on a un peu de temps, mais je ne voudrais pas trop prendre de retard sur les personnes qui nous attendent en Skype. Marquez vos questions. Les sages, j'ai rien entendu, il n'y a pas de sonnette. Ah si, il y a eu plein de sonnettes. Donc on va leur laisser quand même la parole. Oui, moi j'aurais eu 2 questions là, pour les pharmaciens. Bon, j'en ai une première, c'est la question qui fâche, et puis une deuxième plus technique. Bon, la première, c'est que j'entends beaucoup parler de problèmes financiers. Or, est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi les médicaments à La Réunion sont surtaxés par rapport à la métropole ? Alors. Et la deuxième question, ce serait concernant les médicaments en princeps par rapport au générique. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même un écart qui peut aller jusqu'à 15% dans les principes, et ce n'est pas tout à fait négligeable. Alors très simplement, pour la première question, le fait d'être à 10 000 km de la métropole entraîne des surcoûts, non seulement dans l'acheminement des médicaments, mais aussi dans le stockage à distance avec la même qualité qu'une officine de métropole pour la distribution. Je m'explique, hein. Un médicament qui est acheté dans un laboratoire et qui doit donc faire le chemin, par container, je passe sur la période troublée que l'on vient de connaître, des grèves sur le port, mais environ 2 mois à venir. Ce qui veut dire que la indisponibilité du médicament s'ajoute de 2 mois. Alors que le pharmacien de Paris ou de Lyon, quand il commande un médicament au laboratoire, il l'a dans la semaine qui suit. Nous, on l'a 2 mois en moyenne, 2 mois et demi après. Et cela entraîne premièrement des surcoûts. Deuxièmement, il faut donc entretenir à La Réunion des stocks, et en particulier par rapport au coût d'acheminement, mais au coût d'exploitation de l'officine comme des grossistes, cela génère des coûts. Ce n'est pas une surtaxe, hein. C'est un surcoût à l'achat et un surcoût à la vente. On l'achète plus cher, on le revend plus cher. En ce qui concerne les génériques, c'est très simple. Moi, je plaide pour que les génériques, qui sont exactement la même composition que les princeps, et en particulier, ils sont fabriqués aux mêmes endroits. Qu'on ne me dise pas qu'on fabrique des médicaments en France aujourd'hui, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est une vraie préoccupation stratégique aujourd'hui, puisque la majorité des médicaments, qu'ils soient princeps ou génériques, sont fabriqués en Chine ou en Inde. Ce qui fait que demain matin, si la Chine tousse ou l'Inde s'arrête de fabriquer, on est mort. Et ça, c'est très important de comprendre cela, parce qu'on veut, et certains laboratoires, et je suis assez fier de la dernière amende de 40 millions d'euros que le laboratoire qui fait le Plavix vient de se prendre dans la figure, étant donné qu'ils avaient dénigré le générique du Plavix
alors que c'était la même molécule, la même fabrication et les mêmes finalités. Donc en particulier, les génériques qui sont de même qualité que les princeps est vendus entre 30 à 50% moins cher. Pour moi, la sécurité sociale devrait rembourser au prix du moins cher, et puis basta. Je crois que si un jour il n'y a pas quelqu'un qui aura le courage de le faire, la Sécu tergiverse, tourne en rond, refuse le tiers payant quand la personne ne veut pas de générique. Je trouve que c'est tourner autour du pot. La Sécu est en grande difficulté. Tout le monde a besoin de la Sécu pour pouvoir continuer à avoir des soins. Aujourd'hui, je me soigne moi au générique. Je ne vois pas pourquoi mes patients n'auraient pas de générique. Donc moi, je pense que le problème du générique est résolu de cette façon. Et en particulier, la différence de prix, pour répondre précisément à cette question, vient du fait que la promotion du médicament et le fait qu'il soit tombé dans le domaine libre, au niveau brevet, fait qu'on voit très bien que le laboratoire a suffisamment exploité le princeps et qu'il l'a rentabilisé. Et je vais terminer en disant que les génériques, je fais encore plus confiance parce que ce sont des médicaments qui ont plus de 20 ans. Donc ça veut dire que quelque part, il est peut-être plus rassurant d'utiliser un générique que d'utiliser un médicament relativement récent qui est en mise au point et qui, bien évidemment, a encore besoin de recul et de pharmacovigilance. Grand merci Claude Maraudon. Il est